Donc, comment aborder un sujet comme l'amour, un sujet à la fois vieux comme le monde et inépuisable? Christian David, c'est le psychanalyste qui a le mieux écrit sur l'amour, après Freud, évidemment. Et, pourquoi ça marche pas, Stéphane? Problème technique. Ok, merci. Donc, Christian David, c'est le psychanalyste qui a le mieux écrit sur l'amour, et notamment sur l'état amoureux. Alors, il décrit l'état amoureux, la phrase est un peu longue, mais elle est belle, comme une constellation dynamique de désirs, de sensations, de fantasmes, d'affects conscients et inconscients, qui modifie pour un temps seulement, dans l'état amoureux, l'ensemble de l'organisation personnelle et qui se traduit par une disposition irrésistible à constituer l'objet élu en tant que source et centre de toute satisfaction, de tout bonheur, mobilisant l'essentiel des ressources énergétiques. Donc c'est ce qui se passe dans l'inconscient pendant l'état amoureux. C'est pas rien. Pour le dire plus simplement, je vais citer Annie Ernaux, qui est la prix Nobel de littérature de cette année, dans son livre Passion simple, et qui dit, elle, tout simplement, à partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Ça résume plus simplement l'avait décrit Christian David. Alors pour Freud, au cœur de l'amour est bien sûr le sexuel. Freud nous dit le noyau de ce que nous appelons amour est formé naturellement par ce qui est communément connu comme amour et qui est chanté par les poètes, c'est-à-dire l'amour sexuel, dont le terme est constitué par l'union sexuelle. Donc ça, l'amour sexuel, c'est le noyau de l'amour. Mais il n'en sépare pas toutes les autres variétés d'amour, telles que l'amour d'un parent pour son enfant, d'un enfant pour son parent, telles que l'amitié. Pas plus qu'il n'en sépare l'attachement à des objets, des médailles, des bijoux, ou l'attachement à des idées abstraites. Tout ça, c'est des formes différentes de l'amour. Donc toutes ces variétés d'amour sont un ensemble de tendances, lesquelles, dans certains cas, invitent à l'union sexuelle, et dans d'autres, ces tendances détournent de ce but et en empêchent la réalisation. Même si la pulsion initiale est la pulsion sexuelle, qui va être inhibée, détournée, empêchée, quand ce n'est pas l'état amoureux. Donc pour Freud, à part dans l'état amoureux, tous les rapports d'ordre sentimental émanent par effacement du but sexuel de désir sexuel. L'énergie fondamentale, l'énergie de tout cela, c'est l'énergie sexuelle, qui va être inhibée et empêchée ou pas en fonction du type d'amour. Et dans l'état amoureux, c'est le seul état où il y a une association intime de la tendresse et du désir. Alors pour Freud, l'amour, c'est un moyen d'accéder au bonheur. Quand il est possible, l'amour réciproque entre deux personnes ouvre vers une renaissance grâce à une communauté vécue à la fois dans l'imaginaire, on projette son imaginaire, l'autre projette son imaginaire, et vécue également dans l'intersubjectivité, dans l'échange, dans le partage. Donc Freud nous dit qu'il est incontestable que l'amour sexuel joue dans la vie un rôle immense et que la conjonction dans les joies amoureuses des satisfactions psychiques et physiques constitue un des points culminants de cette jouissance et donc du bonheur. Mais bien sûr, c'est pas si simple. Et Freud a souligné à quel point une relation amoureuse qui apporte pleine satisfaction est difficile à établir. Et on va voir tout de suite pourquoi. En effet, dans une relation amoureuse, les courants tendres et les courants sensuels convergent difficilement. Et il va falloir comme condition pour une relation amoureuse pleinement satisfaisante qu'il y ait une convergence justement de ces deux courants. Alors le courant tendre, c'est le courant le plus ancien. Il se fonde sur les pulsions de conservation et il correspond au choix d'objets infantiles primaires.
Chez l'enfant, les pulsions sexuelles trouvent leurs objets en s'étayant sur les satisfactions, les évaluations des pulsions du moi. Est-ce que l'autre me permet d'aller bien? Est-ce que l'autre me permet de rester en vie ou pas? Et les premières satisfactions sexuelles chez l'enfant s'étayaient sur les fonctions corporelles, le bien-être au moment d'échange, au moment du bain, au moment évidemment du nourrissage. Alors à l'âge de la puberté, le courant sensuel puissant arrive et investit avec de bien plus fortes charges en libido les choix infantiles primaires, les objets primaires. Et à ce moment-là, problème, il se heurte à la barrière de l'inceste. Et il va alors chercher, comme nous montrent bien les adolescents avec leur groupe d'amis et leur vie à l'extérieur, donc il va alors chercher à transitionner vers d'autres objets avec lesquels il va pouvoir mener une vie sexuelle réelle. Donc ces objets extérieurs seront toujours choisis sur le modèle des objets primaires. Mais avec le temps, ils vont attirer peu à peu la tendresse qui était enchaînée aux objets primaires. Et tendresse et sensualité convergeront. Et ça, c'est un modèle un petit peu théorique, c'est un modèle un petit peu idéal. Parce qu'en réalité, il va y avoir deux facteurs d'échec à cette convergence du courant tendre et du courant sexuel et du courant sensuel vers des objets extérieurs. Alors, le premier facteur d'échec, c'est la réalité de la difficulté pour l'individu de pouvoir choisir un substitut à l'objet primaire qui lui convienne. Première possibilité, par exemple, la jeune fille est dans une école de filles, il n'y a pas de garçon forcément disponible, ou alors il y a juste les cousins, les frères, vers qui il y a effectivement un interdit. Et donc, la réalité de la possibilité de choisir quelqu'un dans l'extérieur est difficile. Autre possibilité, elle ne se trouve pas jolie, elle est en retrait. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer une vraie difficulté à trouver dans l'extérieur un objet de substitution. Le deuxième facteur d'échec, ça va être l'attraction de l'objet primaire. Si on a, quand on est une jeune fille, un papa formidable, absolument formidable, qui n'est pas juste suffisamment bon, comme le dit Louis Cox, mais qui est trop bon, comment finalement s'en détacher et aller choisir à l'extérieur? Pour un garçon, de la même façon, est-ce que la mère est une mère idéale? Je vais citer un autre écrivain avec La promesse de l'aube de Romain Gary. Romain Gary est sa mère idéale, sa mère qui s'est tellement dévouée à lui, lui a fait une promesse d'amour à l'aube qu'il n'a pas pu retrouver sa vie durant. Donc évidemment, pour lui, l'attraction de l'objet primaire, avec l'absence du père, pour Romain Gary, va faire qu'il ne va pas avoir réussi à aller vers ce mouvement vers l'extérieur de détachement de l'objet primaire. Donc il y a donc ces deux facteurs d'échec. Si ces deux mécanismes sont assez puissants, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une libido qui va se détourner de la réalité, qui va être absorbée par l'activité du fantasme et qui va, dans le fantasme, renforcer les images des premiers objets sexuels et s'y fixer. Sauf que il y a la barrière de l'inceste. Donc tout ça va rester dans l'inconscient et la libido orientée vers ces objets va rester dans l'inconscient. La sensualité est fixée à ce moment-là sur des fantasmes incestueux inconscients. Et résultat, dans la réalité, c'est l'impuissance. L'impuissance chez les hommes, la fragilité chez les femmes. La jouissance est interdite puisque finalement, inconsciemment, elle est fixée sur les objets primaires, sur les objets incestueux, donc interdits. Donc la jouissance est interdite. Alors, comme le dit très bien Freud, si le courant sensuel est suffisamment fort et que la personne trouve un compromis, à ce moment-là, la solution sera de cliver sa vie amoureuse et de choisir des personnes profondément différentes des objets primaires, comme le font par exemple les hommes qui vont choisir des femmes rabaissées, des prostituées, des femmes à la vie légère, et ils vont cliver, comme dit Freud, lorsqu'ils aiment, ils ne désirent pas. Il y a les femmes qu'ils aiment, les femmes respectueuses, les femmes respectées, les femmes qui leur rappellent maman, avec lesquelles ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles, et c'est la maman et la putain, hein. Et les femmes qui sont pas elles à rabaisser et qui sont avec lesquelles ils peuvent se laisser aller à leur pulsion sexuelle. Donc ils vont chercher des personnes qui rappelleront surtout pas les personnes incestueuses proscrites.
Un autre exemple, c'est quand on a une mère grande et blonde, on va choisir une femme brune typée ou l'inverse, etc. On va aller vers des types les plus différents possibles. Plus l'attachement à la mère va être fort et plus la vie sexuelle ne pourra s'épanouir qu'avec une personne très différente. Donc ça peut être une personne rabaissée, ça peut être une personne physiquement très différente, ça peut être une personne. Voilà, on va choisir à différencier le plus possible de toutes les manières possibles. L'être humain a une imagination, heureusement, sans faille, qui lui permet de trouver des solutions de compromis. Donc, en conclusion, selon Freud, l'impuissance psychique, c'est-à-dire la fragilité, par exemple, chez les femmes, résulte de la non-coïncidence du courant tendre et du courant sensuel dans la vie amoureuse. Et ça s'explique par les influences des fortes fixations de l'enfance et du refusement ultérieur de la réalité lorsque s'interposent les barrières de l'inceste. Alors, très important, selon Freud, le courant tendre et le courant sensuel, donc l'idéal de la vie amoureuse, ne fusionnent convenablement que chez une toute petite fraction de gens cultivés. Donc, il faut savoir que l'immense majorité d'entre nous va jouer avec voilà, la différence physique, la différence de métier, pourquoi les hommes adorent qu'on mette de grands talons, des jupes en cuir, enfin, tout ça nous éloigne. Tout ça nous éloigne de maman, vous comprenez? Donc les femmes de pauvres sont obligées de faire appel à plein de petits subterfuges de cet ordre pour permettre à ces messieurs et inversement, pourquoi les filles choisissent aussi beaucoup de mauvais garçons qui leur font beaucoup de mal, des motards, des grosses motos, voire même des hommes violents parfois, parce que ça leur permet de mettre papa un peu plus à distance. Donc voilà, donc Paul, c'est un peu désespérant. Il nous dit que ces deux courants fusionnent convenablement seulement chez une toute petite partie des gens cultivés. Et j'aime bien cette phrase. L'homme se sent presque toujours limité dans son activité sexuelle par le respect de sa femme. Voilà. Et il ne déploie toute sa puissance sexuelle qu'au moment où il a devant lui un objet sexuel rabaissé. Alors évidemment, il faut quand même le consentement des deux adultes, hein. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, l'industrie pornographique, qui est une industrie faite par les hommes et pour les hommes, et qui donc met en scène les fantasmes masculins, montre bien qu'effectivement, pour qu'ils déploient leur pleine puissance sexuelle, il faut que la femme ne soit pas respectée, mais rabaissée. Et chez la femme, c'est l'objet sexuel interdit qui lui permet le plein déploiement de sa puissance sexuelle. Et dans les deux cas, il faut s'éloigner de l'objet primaire. Donc Freud nous explique tout ça. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc Freud nous explique tout ça en nous disant que finalement, c'est la civilisation qui exige un long décalage temporel pour l'éducation, pour des motifs culturels, entre la maturité génitale, donc 11-12 ans, et l'activité sexuelle, qui est source de névrose, car elle impose l'instauration en 2 temps du choix d'objet, avec entre les deux la barrière de l'inceste. L'objet final n'est jamais l'objet primitif du désir, première source d'insatisfaction. Pourquoi aussi on n'est jamais satisfait dans l'amour? Parce que celui qu'on veut vraiment, papa ou maman, n'est pas celui qu'on trouve. On ne trouve qu'un substitut. Première raison d'insatisfaction. Et deuxième raison, c'est que les composantes de la pulsion sexuelle, qui sont aussi des composantes non acceptables par la civilisation, comme les composantes coprophiliques, c'est-à-dire le caca, et les impulsions sadiques doivent être réprimées ou utilisées dans d'autres voies. Elles ne peuvent pas être intégrées à la sexualité humaine. Et du coup, le prolongement des motions sexuelles non exploitées, donc coprophiliques, sadiques, urétrales, s'expriment dans l'activité sexuelle sous forme d'insatisfaction, vont pouvoir éventuellement trouver des voies latérales de décharge, comme dans le recours à des prostituées, donc à la pornographie, à la masturbation, dans des aventures de passage, enfin dans toutes les substitutions d'interdits qu'on va pouvoir trouver. Et Freud nous dit idéalement qu'elles devront aussi être inhibées et que cette énergie d'insatisfaction pourra donner lieu à la création artistique, au travail, pourra être sublimée dans d'autres voies. Donc 2 raisons pour lesquelles on trouve rarement pleine satisfaction dans la relation amoureuse, c'est que l'objet d'amour n'est jamais que le substitut de l'objet premier,
et qu'en plus, toute la pulsion ne trouve pas satisfaction. Autre point, si la jonction dans les deux courants, le courant tendre et sensuel, arrive à se réaliser dans un petit nombre de cas dans l'amour, c'est rarement statique, c'est rarement stable longtemps. Et pourquoi? Parce que c'est deux courants qui sont assez antinomiques. Le courant tendre vise au respect de l'objet, à la permanence de l'objet, à faire perdurer l'autre, puisqu'il a d'ailleurs été créé par l'enfant sur les pulsions du moi, donc les pulsions de la durée de la vie dans le temps, alors que l'érotique, le courant sensuel, lui, il tend à prendre l'objet, à l'absorber et à l'extrême à le détruire. Donc ces deux courants qui sont difficiles, qui sont antagonistes et dont la fusion dans l'état amoureux va être mutuelle, elle n'est pas stable. Donc Freud a donc insisté, comme je viens de vous le montrer, sur les difficultés inhérentes à la sexualité humaine, et il dit, aussi étrange que cela paraisse, je crois que l'on devrait envisager la possibilité que quelque chose dans la nature même de la pulsion sexuelle ne soit pas favorable à la réalisation de la pleine satisfaction. La libido, pour s'intensifier, a besoin d'obstacles, et là où les résistances naturelles à la satisfaction ne suffisent pas, les humains ont de tout temps fait intervenir des résistances conventionnelles, civilisatrices, pour pouvoir jouir de l'amour. Et il explique ça par les deux raisons que je vous ai données, c'est-à-dire ce n'est pas l'objet primaire et toute la pulsion ne peut pas être satisfaite. Et c'est comme ça qu'il conclut, cette incapacité de la pulsion sexuelle à apporter une pleine satisfaction est cependant la source des plus grandioses réalisations artistiques mises en œuvre par une sublimation toujours plus avancée de ses composants pulsionnels. Donc heureusement, cette insatisfaction dans l'amour nous permet d'aller chercher des satisfactions ailleurs et de développer encore plus notre civilisation. Alors j'avais commencé par la citation d'Annie Ernaux. Je vais terminer cette première partie par une citation d'André Breton qui me semble bien illustrer le mystère finalement avec lequel nous laisse en psychanalyse l'amour. André Breton nous décrit l'amour en parlant d'un infracassable noyau de nuit. Quelque chose qu'on essaye d'attraper, qu'on essaye de démanteler, qu'on essaye de décomposer, qu'on essaye de comprendre, et finalement on n'y arrive pas, Claude Le Premier. Il y a quelque chose qui nous échappe dans cette recherche finalement jamais satisfaite de l'amour. Je vais passer à ma deuxième partie, qui va être une partie sur l'amour de transfert, puisque vous êtes tous amenés à être des thérapeutes, et l'amour, c'est aussi ce qui va nous permettre de travailler dans la relation thérapeutique. C'est grâce à l'amour qu'on va travailler. L'amour de transfert, ça va être le moteur de la cure. Ça va être notre moteur en tant que praticien. Parce que s'il est un lieu où il est question de l'amour, c'est bien la séance d'analyse. Et le travail sur l'amour de transfert, qui reproduit toutes les nuances et les transformations de ce premier amour, de l'amour avec l'objet primaire, il est au cœur du travail psychanalytique. Freud nous dit, l'amour de transfert ne le cède en rien aux autres amours. On a l'impression de pouvoir tout obtenir de lui. En séance, bien sûr. Alors, quelles vont être nos armes en tant que thérapeute pour pas nous laisser prendre au piège de l'amour de transfert? Parce que l'amour de transfert, c'est aussi dangereux. Et le risque de cet amour de transfert, ça va être notre passage à l'acte à nous, en tant qu'analyste, en réponse à cet amour. Freud a une très belle phrase sur le passage à l'acte du psychanalyste en réponse à l'amour de transfert du patient. Il nous dit que tout passage à l'acte du psychanalyste serait comparable au feu qui éclate pendant une représentation théâtrale. Alors pourquoi il compare ça au feu pendant une pièce de théâtre? Parce que finalement, la pièce de théâtre, c'est ce qui se joue pendant la séance. La séance et la thérapie, c'est une mise en acte, une mise en jeu, une mise en représentation. C'est finalement une pièce de théâtre du monde psychique du patient. Et en aucun cas, il ne faudrait effectivement y mettre un terme subitement par un feu pulsionnel du passage à l'acte de l'analyste en réponse à l'amour de transfert. Alors, quelles sont les armes de l'analyste face à l'amour de transfert? Alors, évidemment, la première arme, c'est l'investissement par l'analyste
de l'analyse entreprise. François Perrier, qui est un psychanalyste, nous écrit: l'analyse ne diffère d'une autre relation d'amour ou de haine que du fait de la visée de l'analyste. C'est-à-dire que c'est l'investissement qu'on va faire, nous, en tant que thérapeute, du travail entrepris, du travail concernant cette analyse-là, qui va nous faire en sorte qu'on va protéger cette analyse et qu'on va se protéger aussi nous-mêmes de tout passage à l'acte et de considérer notre patient comme une personne, comme un objet d'amour. Donc l'investissement de l'analyse par l'analyste. Deuxième arme, évidemment, le contre-transfert, l'écoute et l'attention flottante. Elles vont nous permettre d'élaborer au bon moment une interprétation qui va montrer au patient qu'il se trompe d'objet et de temps dans son amour de transfert, pour pouvoir à un moment le décoller, le détacher et lui permettre de reprendre son investissement. Alors l'attention flottante, c'est très important parce que parfois on se laisse prendre au piège du dire du patient, de ce qu'il est en train de nous dire, de ce qu'il est en train de nous raconter. Et bien sûr, il faut écouter ce qu'il nous dit et ce qu'il nous raconte, mais il faut aussi être un petit peu ailleurs en même temps. Il faut aussi se demander ce qu'il est en train d'essayer de nous faire vivre. Et ça, c'est l'attention flottante qui va permettre ça, qui va nous permettre de plonger dans son monde inconscient, qui va nous permettre de nous mettre un petit peu entre parenthèses et en suspens du principe de réalité de ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire, on va se mettre dans un mimétisme identificatoire spontané et on va se laisser emporter par ce qui nous est communiqué en même temps que ce qu'il nous dit. On va être dans un temps qui n'est plus tout à fait ni le sien, ni le nôtre, ni ici, ni ailleurs. Et c'est ce qui va nous permettre de plonger en nous-mêmes et également de plonger en lui. Christian David, toujours, je vous le cite, nous dit: dans la réalité effective de la cure, le fait que l'analyste s'efface et se perd lui-même de vue pour mieux voir ce que le patient ne voit pas représente un don qui équivaut à de l'amour. Et il dit que corrélativement, pour que se forme le lien d'intimité entre le patient et le thérapeute, le patient est supposé accepter en profondeur le don qui lui est implicitement mais fidèlement offert et renouvelé. Je vais vous donner là un exemple d'un patient que je reçois en ce moment depuis pas très longtemps et qui est complètement mutique. C'est un jeune homme de 21 ans dont la maman a fait plusieurs graves dépressions tout au long de son histoire à lui, quand il avait 4 ans, quand il avait 10 ans, et puis quand il avait, je crois, 15-16 ans. J'ai reçu la maman qui n'est pas capable de mettre des mots du tout sur son histoire, ce qui a bien pu se passer, ce qui peut bien en être les causes. C'est assez difficile de lui faire préciser à quel âge elle a subitement disparu, plusieurs mois pour être hospitalisée. Elle a des réponses vagues, elle se souvient plus, elle n'a pas trop envie d'y penser. Son histoire à elle, elle dit qu'elle est banale, il lui est rien arrivé de spécial. Et elle pense que c'est les médicaments. Quand elle arrête les médicaments, elle replonge. Et paradoxalement, elle imagine que les médicaments, finalement, c'est l'arrêt des médicaments qui la font plonger. Enfin, elle est incapable d'élaborer. J'ai reçu le papa ils sont séparés depuis 2 ans. J'ai reçu le papa qui m'a pas non plus éclairé. Et le jeune homme, il a arrêté ses études, il a eu son bac, il a commencé des études qu'il a arrêtées. Et il arrive là, et il est mutique, et il vient de séance en séance, j'ai dû le voir 4-5 fois, et il ne dit quasiment rien. Alors, il peut répondre si on lui pose une question très anecdotique, mais si on lui pose une question sur lui, qu'est-ce qu'il aime, si je lui demande quel film il a vu, quelle expo il a vu, quels sont ses cinéastes préférés, il peut répondre, mais si je lui demande comment ils sont, il peut pas répondre. Voilà, il dit quasiment rien. Et alors, c'est très intéressant parce que la dernière séance où je l'ai reçu, il est venu. D'habitude, j'arrive à le faire parler un peu, au moins sur des sujets annexes, comme justement des expos, de la musique, parce qu'il arrive avec son casque. Je lui demandais qu'est-ce qu'il écoute comme musique. Enfin, c'est assez laborieux, hein, c'est très difficile. Et la dernière séance, donc il n'a pas été capable de dire un mot. Il y arrive toujours en retard. Il arrive toujours au moins 20 minutes en retard. Parfois, j'arrive à lui laisser sa séance pleine parce que j'ai un petit trou après. Parfois, je le fais partir à l'heure parce que je ne peux pas. Et là, il ne peut pas dire un mot. Et je suis en face. Et typiquement, là,
ça va être mon contre-transfert, justement, cette attention flottante. On peut pas vraiment parler d'écoute puisqu'il n'a rien dit, mais je lui ai demandé comment il allait, il n'a rien pu répondre. Je lui ai demandé s'il avait une météo intérieure, quel temps il ferait, il n'a pas pu répondre. Bon, j'ai posé plusieurs questions, il n'a pas pu répondre. Et j'ai regardé, il avait l'air triste. Ça vous fait rire. Ah, ben alors, la météo intérieure, c'est une question sympathique. Moi, j'aime bien cette question. Mais bon, elle n'a pas marché avec lui. Et puis, c'était intéressant parce que je me suis interrogée sur mon contre-transfert et mon mouvement à ce moment-là, c'était que j'avais envie de le prendre dans mes bras. J'avais envie de le prendre dans mes bras, j'avais envie de le serrer dans mes bras, mais comme un petit garçon. Alors, j'ai quand même suffisamment d'expérience maintenant pour savoir que ça m'arrive pas systématiquement, ça m'arrive pas avec tous les patients. Et quand ça m'arrive, c'est pas avec n'importe qui, et c'est pas avec n'importe quel moment. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils me donnent eux à ce moment-là. Donc, évidemment, je l'ai pas pris dans mes bras, je ne l'ai pas réconforté, mais par contre, je lui ai dit ce que je ressentais, quel était mon mouvement, et que j'avais l'impression que ce jour-là, en face de moi, à ce moment-là, j'avais ce petit garçon très triste il n'avait peut-être pas pu exprimer à ce moment-là, tout au long de son histoire, quand sa mère était partie, cette tristesse, et que peut-être qu'aujourd'hui, il avait envie de venir la travailler, que c'était pas facile, que c'était peut-être pour ça qu'il était souvent en retard. Et c'est la seule, le premier moment où je lui ai interprété ses retards. Peut-être c'était pour ça qu'il arrivait en retard à chaque séance. Bon, voilà. Donc la séance a été assez silencieuse, mais je pense il est venu là, ça c'était la séance d'avant, la dernière qui était hier. Il est quand même venu hier. Je me demandais s'il allait venir hier. Mais bon, voilà par exemple comment le contre-transfert, ça être à l'écoute de ce que le patient nous fait ressentir. Il n'est pas obligé de nous parler parfois pour nous dire des choses. Bon, je vais reprendre un petit peu ma présentation sur les armes de l'analyse face à l'amour de transfert. La dernière arme de l'analyse, c'est évidemment la neutralité. La neutralité, c'est une alliée extrêmement solide. Donc, elle comporte non seulement l'obligation d'entendre tout matériel d'une oreille égale, quelle que soit la violence de ce qu'on dit ou la banalité, mais c'est aussi un mode d'investissement du patient qui l'exclut en tant qu'objet d'amour, qui l'exclut en tant qu'objet de haine, en tant qu'objet narcissique, mais qui le maintient comme un véritable objet d'investissement à l'aide justement de ces fameuses pulsions inhibées de Freud. On est presque un peu dans une tendresse, mais envers quelqu'un qui n'est pas un objet d'amour, qui est quelqu'un avec qui on fait un travail en commun et dont on investit le travail en commun. Et par exemple, pour reprendre sur le patient mutique, c'est seulement quand je l'ai raccompagné à la fin de sa séance, au mot arrivé à la porte, je lui ai attrapé l'avant-bras et je lui ai dit on va avancer, on va travailler ensemble. Voilà. Je lui ai montré que je tenais au travail qu'on avait entrepris. Donc j'ai pas eu un geste de réconfort maternel, même si j'avais eu des mots pour expliciter peut-être ce ressenti sur lequel lui-même n'avait pas de mots à ce moment-là, mais je lui ai montré en partant à quel point je tenais au travail qu'on avait commencé tous les deux, qui allait être long, ça allait prendre du temps, mais qui allait, j'espère, donner ses fruits. Donc la neutralité, c'est évidemment très important. Le transfert positif. Alors, selon Freud, le transfert positif du patient, il est composé de sentiments tendres, capables de devenir conscients, et de sentiments ayant un fondement érotique inconscient. Donc, l'élément tendre va devenir le facteur de succès, il va sous-tendre l'alliance thérapeutique. L'élément érotique, lui, il peut jouer un rôle de résistance, et à nouveau, c'est notre contre-transfert, en écoutant ce que nous, on ressent, ce que ce patient-là nous fait ressentir, parce qu'il nous envoie, et c'est pas forcément des mots, qui va nous permettre à un moment de comprendre et d'interpréter. Alors, l'amour de transfert, c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'on a l'impression, avec ce que je suis en train de vous dire, que c'est une répétition et que c'est en comprenant la répétition qu'on va avancer, mais c'est pas uniquement une répétition. C'est évidemment une opportunité de création et de réparation, parce que c'est des patients, ceux qui viennent nous voir, en tout cas, qui n'ont pas vécu des choses faciles. Ils sont chez nous parce que justement, il y a des choses à réparer et des choses nouvelles à créer. On va pas simplement répéter et expliquer, mettre du sens, mettre des mots. On va aussi représenter quelque chose de fiable, quelque chose de sûr qui va petit à petit les renforcer eux-mêmes.
Donc, selon Christian David, dans son ouvrage La bisexualité psychique, les vécus de l'amour de transfert sont donc, en plus de la répétition qu'il véhicule, une occasion de nouveauté et de progrès, de mode relationnel nouveau, par les effets d'un dialogue unique où il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé et n'a donc pu se transférer. Donc voilà, il y a énormément de nouveaux qui va pouvoir se créer parce qu'il y a aussi beaucoup de carences, beaucoup de manques, beaucoup de vides chez Passant. Donc Christian David met l'accent sur l'élément vivant, sur l'élément progressant de l'amour de transfert, qui compense largement l'effet de résistance qui était classiquement attaché à l'amour de transfert. Il y a une part de résistance, mais il y a aussi toute une part de création. Et il précise, et ça c'est important, il précise aussi que ce qui se répète dans l'amour de transfert, c'est la frustration de l'enfant. C'est la demande qui n'a pas été entendue. C'est la demande qui est restée sans réponse et qui entraîne le patient à se replacer dans une position d'enfant par rapport à l'autre. Et donc, la formulation des interprétations dans cette situation, elle est importante. Elle ne doit pas véhiculer que de la frustration. On ne peut pas refrustrer ces patients qui ont déjà vécu trop de frustration. Évidemment, on tient le cadre. Évidemment, on ne dépasse pas le temps de la séance. Évidemment, voilà, on tient le cadre. Mais on ne doit pas les frustrer. On doit aussi les nourrir. Donc, le but de l'analyse, c'est un changement de l'organisation psycho-affective du patient, en fonction d'une souffrance moindre et d'une meilleure répartition de ses investissements, d'une meilleure répartition de son énergie, pour justement pouvoir lui ouvrir la possibilité d'aimer et la possibilité de travailler. C'est la formule très célèbre de Freud, selon laquelle, à l'issue d'une thérapie bien menée, le patient récupère sa possibilité d'aimer et sa possibilité de travailler. Alors, comment ça peut survenir à partir de l'amour de transfert? L'échec de la demande amoureuse dans le transfert, puisque forcément on ne va pas pouvoir y répondre, va raviver la nécessité du deuil des objets oedipiens et du deuil de l'objet primaire. L'interprétation va souligner petit à petit l'inéluctabilité du travail du deuil, ce qui va provoquer évidemment une souffrance, une déception du patient, et qui va être accompagné par la sensibilité du psychanalyste. C'est-à-dire que on va aussi petit à petit veiller à réparer le narcissisme du patient. Cas favorable, une partie du transfert va se trouver déplacée vers de nouveaux objets extérieurs. J'ai marqué moins mal choisis, c'est-à-dire qu'ils ne devront pas être choisis sur, évidemment, le modèle de l'objet primaire défaillant, une mère absente, une mère qui n'a pas pu entendre les choses, un père violent, voilà, mais des objets extérieurs moins mal choisis. La part tendre qui accompagne la part érotique du transfert amoureux va s'enrichir en identification à l'analyste et le sujet va devenir capable de mieux aimer d'une manière plus ouverte, moins exigeante, plus généreuse. C'est plus le petit enfant tyrannique qui va tout exiger de l'autre. Ça va être un amour plus adulte, plus tempéré, moins exigeant. Donc c'est pour ça que l'analyse va permettre, selon Freud, de pouvoir aimer mieux. Alors comment va-t-elle permettre de travailler? L'identification à l'analyste, ainsi dans sa fonction d'analyse, va inciter le patient à détourner une part de son investissement érotique vers le domaine de la pensée. Toute l'analyse est un espace de réflexion, de pensée, de questionnement. Donc la part érotique, petit à petit, va se tourner vers la sublimation. Christian David nous dit: les conditions structurelles de la cure vont toutes dans le sens d'une exigence, d'un accroissement du travail psychique, d'une psychisation, la remémoration, la mise en suspens de l'agir, la sollicitation des représentations verbales et équivalent à un appel à une décorporation expérimentale, une mise en dérivation du corps. L'orientation prévalente de la cure dans son principe, sinon toujours dans les faits, est sublimatoire. Donc, par défaut, de façon automatique, avec l'expérience de la cure, le patient va investir évidemment d'autres domaines de pensée et de plus en plus son travail. Évidemment, la règle fondamentale de l'analyse, vous le savez, c'est de ressentir sans agir.
Donc, ça concourt à une neutralisation partielle du courant érotique et ça déclenche une évolution vers la sublimation. Donc, l'identification du patient à l'analyste amène à l'investissement d'un travail en commun. Et ça compense la frustration érotique qu'on leur impose par la neutralité. Alors, pour terminer, je préciserai que l'amour de transfert et ses changements concernent les névroses, évidemment, où la trace de l'Oedipe est vivace. Dans les états limites, le travail relève davantage d'une consolidation narcissique. On n'est pas véritablement dans une demande d'amour avec un objet, avec une mère, avec un père qu'on cherche, etc. On est plus dans des angoisses narcissiques et évidemment dans une consolidation narcissique qui doit se faire avant toute chose. On va évidemment passer du narcissisme à l'Oedipe et de l'Oedipe au narcissisme en permanence dans le travail de l'analyse, mais moins le patient sera névrosé et structurellement post-oedipien, et plus la part narcissique du travail sera importante. Donc pour conclure, je dirais que la force, l'énergie de l'amour, c'est donc bien sûr la force de la pulsion et du sexuel, comme on l'a vu en première partie. La part de l'amour qui nous échappe, cette quête universelle à jamais insatisfaite, cet infracassable noyau de nuit cher à André Breton en fait toute la magie. C'est avec l'amour que nous, les analystes, nous travaillons pour faire grandir nos patients blessés, les amener à s'aimer eux-mêmes, à aimer mieux et à utiliser leur frustration pour créer et se développer. Et comme personne ne parle mieux de l'amour que les poètes, je vais vous laisser en conclusion. Alors, c'est un peu petit, je vais vous lire en même temps, je ne sais pas si je vais bien lire le poème, sur un poème de Paul Verlaine qui s'appelle « Mon rêve familier ». Alors, Paul Verlaine nous dit « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même elle me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Merci.